Je suis Cyrine Benamar, actuellement interne en anesthésie à l'hôpital Béclair et je vais vous parler des syndromes d'Ehlers dans l'os et de la grossesse. J'ai été encadrée par le docteur Le Saint, ici. On va commencer par un cas clinique, c'est l'histoire de Madame P, patiente de 38 ans en 2018, patiente primipare avec comme principal antécédent un syndrome d'Ehlers dans l'os de type vasculaire multicompliqué, avec des anévrismes post-dissection multiples, notamment au niveau des troncs supra-aortiques, au niveau de l'aorte abdominale, au niveau de l'artère splénique, des dissections multiples au niveau de l'artère rénale et en sous-rénale également. Toutes ces complications étaient survenues avant 2011. Et la grossesse avait été contre-indiquée chez cette patiente du fait de ces complications. La patiente est traitée par céliprolol, bêta-bloquant recommandé dans le syndrome d'Ehlers dans l'os de type vasculaire et qui avait été poursuivi comme il se doit le long de sa grossesse. L'histoire commence le 28 août. La patiente est admise au bloc opératoire pour une césarienne programmée qui se déroule sous anesthésie générale à 34 semaines d'aménorrhée et qui se déroule sans particularité puisque la patiente remonte assez vite ensuite de couche au décours. Le 31 août, l'équipe d'anesthésie est appelée pour malaise associé à des douleurs abdominales et à l'arrivée de l'équipe d'anesthésie, la pression artérielle systolique de la patiente est à 45 mm de mercure. Une imagerie abdominopelvienne est réalisée qui met en évidence une dissection de l'aorte sous-rénale et biliaque avec un volumineux hémopéritoine et hémorétropéritoine. La patiente est immédiatement conduite au bloc opératoire et la première problématique qu'elle pose, c'est une difficulté d'abord veineuse avec des voies veineuses qui diffusent de manière successive et la nécessité d'un cathéter intra-osseux qui est mis en tibial droit pour l'induction, puis les premiers gestes de réanimation. Et par la suite, c'est le chirurgien vasculaire qui mettra directement en cave inférieure la voie veineuse centrale. Le premier geste réalisé est un clampage aortique qui permet initialement de restaurer une hémodynamique, puis une prothèse aorto-aortique. L'hémostase est très difficile du fait de la pathologie avec une friabilité des tissus et le saignement total est estimé à 12 litres. Au total, la patiente présente un état de choc hémorragique qui nécessite la transfusion de 18 kg, 22 PFC, 13 plaquettes, 7,5 g de fibrinogène et une noradrénaline jusqu'à 60 mg/h. Elle est transférée en réanimation sous noradrénaline 1 mg/h à l'hôpital Béclair et à l'arrivée en réanimation, on constate une mydriase droite. Une imagerie cérébrale est réalisée qui montre une dissection de l'artère vertébrale droite avec une thrombose des segments V3-V4 associée à des hypodensités intraparenchymateuses, cérébelleuses et bulbaires. Le 1er septembre, la patiente est transférée en réanimation à l'hôpital Georges Pompidou, qui est le centre de référence du syndrome d'Ehlers dans l'os vasculaire. Et il y a à l'hôpital Georges Pompidou un centre de chirurgie cardiaque et vasculaire. Initialement, sur le plan du choc hémorragique, l'évolution est favorable avec un sevrage de la noradrénaline qui permet d'envisager un arrêt des sédations. Malheureusement, à 24 heures de l'arrêt des sédations, la patiente ne présente aucun signe de réveil, ce qui nous conduit de nouveau à l'imagerie. Et l'imagerie cérébrale montre une aggravation des lésions et l'apparition d'une hydrocéphalie. L'évolution est défavorable par la suite avec une bradycardie extrême le 4 septembre, puis un arrêt cardio-respiratoire, puis le décès de la patiente, probablement sur une rupture brutale, une récidive de rupture de l'aorte. Sur ce, des généralités sur la pathologie. Les syndromes d'Ehlers dans l'os sont un groupe hétérogène de maladies du tissu conjonctif. Ce sont des maladies héréditaires, essentiellement de transmission autosomique dominante, et ils sont caractérisés par la triade hyperlaxité articulaire, hyperélasticité cutanée et fragilité des tissus conjonctifs. Ce sont des anomalies de structure et de la synthèse des protéines de la matrice extracellulaire, essentiellement le collagène. La classification qu'on connaît en général, c'était la classification de Villefranche qui avait été établie en 1997, qui définissait 6 sous-types, et elle a été abandonnée avec les nouvelles données sur la génétique des syndromes et l'identification de nouvelles mutations. A été établie en 2017 la classification New York, qui définit 13 sous-types. Ils sont très différents en termes de complications et en termes de prise en charge. Il faudra s'acharner à connaître le sous-type des patients. Et la prévalence de la maladie est estimée aux alentours de 1 sur 5000. La maladie serait largement sous-diagnostiquée. En tout cas, pour l'instant, c'est encore une maladie rare, puisque le cut-off d'une maladie rare, c'est 1 sur 2000. À l'examen clinique et à l'interrogatoire, ce qui peut nous aiguiller vers un syndrome d'Ehlers dans l'os, c'est avant tout une histoire familiale de syndrome d'Ehlers dans l'os. Ce sont des maladies principalement autosomiques dominantes, des difficultés de cicatrisation, des hématomes anormaux et des entorses et des luxations à répétition. À l'examen clinique, c'est une hyperexsensibilité cutanée, une hyperlaxité articulaire qui pourra être dépistée notamment par le score de Byton qu'on voit à gauche de la diapositive. C'est un des scores de dépistage de l'hypermobilité articulaire. Dans certains sous-types, il y a une scoliose et également dans le sous-type vasculaire, il y a un morphotype particulier dit acrogérique. On peut voir sur cette diapositive le morphotype acrogérique
des lèvres fines, horizontales, des pommettes saillantes avec une peau rétractée, ce qui donne un aspect de joue creuse et un aspect de vieillissement prématuré des extrémités. L'image D, en bas à gauche, c'est la main d'un patient de 30 ans. On peut voir une hypoplasie du lobule de l'oreille, des cicatrices dites papyracées des genoux et une visibilisation excessive du lacis veineux au niveau du tronc. L'hyperextensibilité cutanée qu'on peut voir chez cette patiente et l'ardentose vasculaire n'est pas très typique du sous-type vasculaire. Maintenant, un focus sur 3 sous-types qui sont notables de par leur fréquence ou de par la gravité des complications qu'ils entraînent. Le sous-type hypermobile qui est le plus fréquent. Malheureusement, il n'y a pour l'instant pas de mutation génétique qui a été identifiée, donc le diagnostic est purement clinique avec des critères bien précis, et l'élément central du diagnostic, c'est l'hypermobilité articulaire. Le sous-type classique, c'est le deuxième plus fréquent, il est dû à une mutation des collagènes 5 et 1, surtout le 5, présent dans la peau et les tendons, notamment, et les éléments centraux du diagnostic, ça sera bien sûr l'identification génétique de la mutation et l'hypersensibilité cutanée avec une cicatrisation atrophique et l'hypermobilité articulaire. Et le sous-type vasculaire qui est bien plus rare mais très grave, c'est une mutation du collagène 3 qui est présent dans les parois intestinales, vasculaires et utérines et qui engendre des complications à type de rupture artérielle, de perforation, surtout au niveau du sigmoïde, de rupture utérine, de fistule carotido-caverneuse. Ça, ce sont les critères majeurs du diagnostic. Et j'ai retenu aussi un critère mineur, le pneumothorax, qui nous intéresse particulièrement. Ce sont des patients qui ont une durée de vie, qui décèdent aux alentours de 40-50 ans. En général, les complications apparaissent aux alentours de 20 ans. Le sous-type hypermobile et classique ont une prévalence respectivement chacun de 30% et le sous-type vasculaire 3 à 5%. Donc face à cette maladie rare et une littérature essentiellement constituée de case reports, de petites séries de cas, au mieux de cohortes rétrospectives, j'ai essayé de faire l'état actuel de la littérature pour répondre à 8 questions qu'un anesthésiste pourrait se poser face à une patiente et l'air dans l'os en consultation ou en salle de naissance. Première question, la patiente présente un risque majoré d'accouchement prématuré. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que cela dépend du sous-type de syndrome d'Ehlers dans l'os? Est-ce que cela dépend du fœtus? Est-ce que c'est une question qui concerne les obstétriciens et qui ne m'intéresse pas? Cela dépend du sous-type et cela dépend du fœtus. La prématurité concerne environ 7% des grossesses normales et la prévalence qui ressortait dans la littérature avant 2020, c'était le nombre de 20 à 25% des grossesses Ehlers dans l'os. Heureusement, on a une littérature récente un peu plus optimiste, avec notamment cette cohorte canadienne de 2020, avec 1042 naissances Ehlers dans l'os, qui trouve un mode ratio de 1,47, et 2 cohortes américaines, toutes récentes, juillet et octobre 2023, avec 1000 patientes dans la première étude et plus de 7000 dans la seconde, avec des odds ratios de 2,59 et de 1,35. Donc oui, il y a un surrisque de prématurité. On peut déplorer le fait qu'il n'y ait pas de détails en fonction du sous-type dans ces grosses cohortes, parce qu'on peut se demander, est-ce que ce surrisque est présent dans tous les sous-types d'Ehlers dans l'os? Apparemment non, pas dans le sous-type hypermobile, avec cette étude de 2017 qui ne retrouve pas d'association, qui ne retrouve pas de surrisque de prématurité. Donc une piste d'explication physiopathologique pour expliquer ce surrisque de prématurité. Les 2 grandes causes de prématurité chez ces patientes retrouvées dans les études, c'est la rupture prématurée des membranes et l'insuffisance cervicale. Le collagène est un constituant essentiel de ces 2 entités, notamment le collagène 1 et 5. Il est présent dans la myose et c'est lui qui est muté dans le sous-type classique. Une autre chose intéressante, dans une étude, ils ont retrouvé 2 fois plus de prématurité lorsque le fœtus est également atteint de la maladie. Et en fait, les membranes amniotiques sont composées de 3 couches, l'amnios, le chorion et la couche déciduale. L'amnios et le chorion sont d'origine fœtale. Deuxième question, la patiente présente un risque majoré d'hémorragie du postpartum. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est vrai. À nouveau, c'est 2 cohortes américaines de juillet et d'octobre 2023 qui trouvent des odds ratios de 2,13 et de 1,35. Il y a un surrisque d'hémorragie qui n'est néanmoins pas majeur. Ces hémorragies sont mixtes par atonie utérine et par plaie de la filière. On sait que ces patientes ont un travail accéléré de par la compliance de la filière. Malheureusement, à la fin du travail, c'est la fragilité des tissus qui l'emporte et on a des plaies de la filière qui sont plus fréquentes et plus sévères chez ces patientes.
Encore une fois, dans ces deux grosses cohortes, on n'a pas de détails du sous-type en fonction, on n'a pas de détails en fonction du sous-type du syndrome, et on n'a pas du tout de notion de gravité des HPV. On ne sait pas notamment si les patientes ont nécessité la transfusion. Troisième question importante, est-ce que je peux réaliser un geste périmidulaire à une patiente LR dans l'os? Vrai ou faux? C'est vrai. On a peu de littérature solide à ce sujet, mais la péridurale est recommandée par le Plan national de soins 2020. Elle est historiquement contre-indiquée, enfin théoriquement contre-indiquée pour le syndrome des lèvres dans l'os vasculaire, avec le risque redouté d'hématome médulaire, mais c'est à mettre en balance avec tous les avantages qu'offre la péridurale pour les patientes, notamment limiter les variations hémodynamiques liées à la douleur et aux contractions utérines, ce qui pourrait diminuer le risque de rupture artérielle. Elle permet d'offrir une analgésie suffisante pour une aide instrumentale qui permettrait elle aussi de limiter les efforts expulsifs et donc le risque de rupture utérine et artérielle, et elle permet d'offrir une analgésie suffisante en cas de nécessité de suture, de lésions périnéales qui sont, on le sait, chez ces patientes, plus sévères et plus étendues. Pour nous rassurer ou pas, une série de 12 cas avec 12 accouchements chez des patientes LR dans l'os vasculaire, c'est une série de 2014. Sur 12 accouchements, on a 6 anesthésies périmidulaires qui se sont bien déroulées, sans complications. Il n'y a aucun chiffre dans la littérature pour le risque d'hématome médulaire. Donc peu de littérature, mais une péridurale qui est quand même recommandée par le Plan national de soins, probablement parce que l'anesthésie générale chez ces patientes, elle est grevée d'une mortalité importante, avec donc pour toutes les patientes le risque de saignement au niveau des voies aériennes supérieures du fait de la fragilité des tissus, mais également de luxation atlo-axoïdienne sur l'hyperextension cervicale, bien décrit, et le risque de luxation lorsque la patiente est endormie à la mobilisation, luxation des hanches, des genoux, des épaules, et plus spécifiquement dans le sous-type vasculaire, le risque de rupture artérielle au moment du pic hypertensif de la laryngoscopie, qui est maintenant prévenu par le rémifentanil. Et le deuxième risque chez ces patients, c'est le risque de pneumothorax lors de la ventilation mécanique. À noter quand même s'il n'y a pas grand-chose dans la littérature à ce sujet-là, les sensations pourraient être modifiées lors de la pose de la péridurale, avec peut-être un risque de brèche durmarienne augmenté. Et il faudra faire sous péridurale attention à la mobilisation de ces patients qui sont, je l'ai déjà dit, à risque de luxation des articulations. La patiente présente un risque de résistance aux anesthésiques locaux. Vrai, faux? C'est vrai. Le mécanisme n'est pas connu. L'hypothèse principale, c'est une distensibilité des tissus avec un excès de résorption. C'est démontré pour les anesthésies locales cutanées, seulement décrit pour les anesthésies périmidulaires. En tout cas, en consultation d'anesthésie, il faudra penser à demander à ces femmes LR dans l'os si, chez le dentiste, surtout chez le dentiste, les anesthésies locales ont fonctionné. Ça pourrait nous aiguiller vers une diminution d'efficacité de l'anesthésie locale chez ces patientes. Il faudra aussi garder en tête qu'elles peuvent avoir besoin de plus de doses ou de doses plus rapprochées. En tout cas, en cas de césarienne, il est indiqué de réaliser plutôt une périrachie-anesthésie combinée plutôt qu'une rachie-anesthésie single shot. Qu'est-ce que le STOP? Le STOP, c'est le syndrome tachycardie orthostatique posturale, qui est défini par une accélération du rythme cardiaque à plus de 30 par minute ou une fréquence cardiaque à plus de 120 par minute dans les 10 minutes qui suivent le passage de la position allongée à debout, sans hypotension majeure, associée à des symptômes bénins mais qui peuvent aller quand même jusqu'à la syncope. L'association au syndrome des lèvres dans l'os hypermobile est très importante, elle est 5 fois plus fréquente dans cette population, et 30% des stops seraient des syndromes des lèvres dans l'os hypermobile, à tel point que certains auteurs proposent de rajouter le STOP comme critère diagnostic de syndrome des lèvres dans l'os hypermobile. Il y a plusieurs phénotypes, plusieurs pistes d'explication physiopathologique. En voilà une. Ça serait une sorte dysautonomie partielle, avec un défaut de relargage de la noradrénaline dans les terminaisons nerveuses des membres inférieurs. Certains auteurs ont comparé le relargage au niveau des membres inférieurs versus les membres supérieurs. Donc il est diminué au niveau des membres inférieurs dans cette étude, et donc un défaut de mobilisation du réservoir veineux au niveau des membres inférieurs, un défaut d'activation du baron récepteur et la nécessité d'une tachycardie réflexe pour maintenir une pression artérielle. Le STOP rajoute en fait une complexité à la prise en charge de ces patientes, notamment avec les variations hémodynamiques dues aux douleurs, dues aux anesthésiques locaux, et aux efforts expulsifs lors de la fin du travail qui peuvent mimer une manœuvre de Valsalva et donc majorer l'hypovolémie thoracique relative.
relative responsable des symptômes. En tout cas, c'est probablement pas chez ces patients qu'il faut proposer la déambulatoire. Et il est proposé par certains auteurs de réaliser des manœuvres instrumentales chez ces patientes. C'est toujours à mettre en balance avec le risque de lésions périnéales augmentées chez ces patientes, du fait de la friabilité des tissus. Qu'est-ce que je redoute lors de la période péripartum chez une femme et l'air dans l'os vasculaire? La rupture utérine, la rupture artérielle, la rupture digestive, le décès. Je redoute tout ça. Avec cette thèse de 2014 qui faisait l'état actuel, qui recensait toutes les séries et l'air dans l'os vasculaire qui existaient en 2014. Et donc on peut voir des ruptures utérines, des complications vasculaires, des complications digestives, des décès, et c'est les complications vasculaires qui dominent. Chez ces patientes, la mortalité est difficile à estimer, mais elle est estimée entre 4,3 et 38,5% dans les séries que j'ai pu trouver. La grossesse est souvent contre-indiquée chez ces patientes, elle l'était chez la patiente du cas clinique. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que la première cause de décès en période péripartum est la même qu'en dehors de toute grossesse, c'est la rupture artérielle. Une proposition d'exploration qu'on peut réaliser en consultation d'anesthésie, c'est une échographie des troncs supraortiques et des membres, une échographie cardiaque et un scanner de l'aorte et de ses branches. En tout cas, ces femmes, dans l'idéal, devraient être prises en charge dans une structure adaptée, au mieux le centre de référence. À Paris, c'est l'hôpital Georges Pompidou. Malheureusement, il n'y a pas de maternité à l'hôpital Georges Pompidou. Quelle voie d'accouchement pour ces patientes? La césarienne, la voie basse, on ne sait pas. Là, on ne sait pas. Il n'y a pas d'études randomisées, contrôlées, qui comparent la voie basse versus la césarienne. Ce qu'on sait, c'est que le taux de césarienne a l'air supérieur chez ces patientes par rapport aux grossesses chez les patientes non atteintes. Et la tendance est plutôt à la réalisation d'une césarienne programmée pour les syndromes des lèvres dans l'os vasculaire. En tout cas, le choix de la voie d'accouchement se fera au cas par cas, en fonction des indications obstétricales habituelles, et en gardant en tête les avantages et les inconvénients de chaque voie, notamment la césarienne chez ces patientes peut être très compliquée, chez les patientes ailaires dans l'os vasculaire surtout, avec un risque hémorragique majoré. Il a déjà été décrit des extensions de la suture, enfin de l'incision d'hystérotomie complète autour de l'utérus. Il a également été décrit l'extension de l'incision cutanée jusqu'au crête iliaque. En face, la voie basse n'est pas non plus dénuée de risques, avec des lésions périnéales qui sont sévères, et le risque de rupture utérine, le risque de rupture artérielle sur les efforts explosifs. Donc c'est à discuter au cas par cas. Comment je monitore la césarienne d'une patiente ailaire dans l'os? Cathéter artériel, cathéter veineux central, soignance épico, le moins invasif possible. Eh bien, je suis le moins invasif possible. On mettra tout de même au minimum 2 voies veineuses périphériques de bon calibre. Toujours garder en tête les abords veineux qui sont très difficiles chez ces patients, c'est bien décrit dans la littérature. Et j'évite au maximum les cathéters veineux centraux, les cathéters artériels. On peut même dire qu'on le contre-indique chez les patients ailaires dans l'os vasculaire avec des risques bien décrits de dissection des artères radiales. Pour conclure, chez ces patientes, il faudra penser à faire une consultation d'anesthésie précoce, au 2e trimestre par exemple. Il faudra s'acharner à connaître le sous-type de syndrome des lèvres dans l'os et à éliminer le syndrome des lèvres dans l'os vasculaire. S'il y a juste écrit syndrome des lèvres dans l'os comme antécédent, il faudra se rapprocher du médecin qui a peut-être fait le diagnostic, vérifier que la patiente est bien suivie dans un centre de référence. Il faudra contacter le centre de référence, ses médecins référents, et bien sûr, toute la gestion du péripartum sera faite en pluridisciplinaire, avec une discussion avec les obstétriciens, les pédiatres, si jamais le fœtus est atteint. Et on l'aura compris, il y a nécessité d'études randomisées contrôlées pour émettre des recommandations solides sur cette pathologie et leur gestion en péripartum.